À 62 ans, je croyais avoir appris toutes les façons de disparaître. J'avais une maison pleine de meubles et de silence bien réglé, un électorat de regards polis que je servais sans lever la tête, et un nom qui, lentement, s'était confondu avec l'étiquette que l'on me collait. Madame Tadeu, la mère de, la femme de. Puis, un soir où tout semblait ordinaire. Une messe, des prières récitées par automatisme, une réception avec canapé trop petit et conversation médida, un geste minuscule a introduit une faille, un mouchoir posé sur ma main tremblante, une voix basse, amicale, presque timide. « Prenez ceci, madame. » Ce n'était pas la façon dont on me parlait habituellement qui m'a touchée, mais la douceur avec laquelle il l'a fait. Ce geste m'a réveillée d'une façon que je ne savais plus attendre. Je suis assise maintenant en y pensant, et j'entends encore le froissement du tissu. Le monde paraît parfois si grand et si silencieux à la fois. Ce petit froissement a semblé annoncer une autre musique. À 62 ans, l'amour a frappé à ma porte et a tout changé. Restez jusqu'à la fin pour voir ce que j'ai choisi. Vous serez surpris. J'étais la femme qui savait préparer la maison pour 100 convives et en privé, compter ses propres heures comme si elles n'étaient que tranches de service. 40 ans. 40 ans à traduire mes désirs en obligations, à ranger mon corps et ma voix derrière des fonctions. Épouse, belle-fille, mère, présidente de comité, organisatrice de charité. On apprend à adopter les gestes des rôles jusqu'à ce que les gestes deviennent vous. J'avais oublié, pas brusquement mais par un glissement silencieux, ce que c'était que d'exister sans l'approbation d'autrui. Je me souviens très bien du jour où j'ai choisi Tadeu. Il était sérieux, à la fois tendre et pragmatique, comme un homme qui sait tenir le gouvernail d'une maison et d'une entreprise. Je me suis mariée jeune, convaincue que l'amour était un chantier collectif, une succession de projets partagés. Les premières années étaient pleines, une petite cuisine, des rires, un travail qui prenait de l'ampleur. Puis, la vie a commencé à demander davantage. La mère de Tadeu s'est installée dans chaque réunion familière comme un juge bienveillant et pénétrant. Elle avait des opinions sur tout, et la maison a vite appris à fonctionner sous le poids de ses exigences. Je me suis effacée sans m'en rendre compte, trouvant dans l'effacement une forme étrange de paix. On m'applaudissait pour l'ordre ménager, les réceptions, l'apparence soignée. On ne me regardait pas autrement, et j'ai cru que cela suffisait. Il y a de ces longues séries d'instants qui forment un commencement. Une lessive faite tard dans la nuit, un mot de félicitation pour quelqu'un d'autre signé à ma place, une remarque condescendante glissée comme une volonté de bien faire. La première fois que j'ai été remise en question, ce n'était pas par un grand discours, mais par un geste simple. La femme de ménage m'a dit avec une franchise brute « Vous prenez soin de tout le monde, et vous, qui prend soin de vous ?» J'ai ri, gênée, j'ai ravalé la question. Je ne savais pas répondre. Qui prendrait soin de moi? Ma santé? Ma solitude? J'avais appris à masquer la fissure avec tarte, thé et calendrier impeccablement ordonné. Les enfants sont venus. Ricardo d'abord, sérieux dès le berceau. Ensuite Sophia, douce et curieuse, qui a fini par partir vivre à l'étranger pour suivre un projet qui nous a tous rendus fiers. Les enfants ont été une joie, mais ils ont aussi réduit mon rôle à celui d'organisatrice de leur succès, d'intermédiaire entre la maison et le monde. Je me souviens des nuits à retenir les larmes quand un des garçons n'appelait pas, des fois où j'ai pris des décisions pour éviter des frictions plutôt que pour affirmer une volonté. J'ai appris à être la pierre angulaire silencieuse. J'ai appris, surtout, à ne pas me plaindre. La plainte était un luxe que l'on ne m'enseignait pas. Elle dérangeait l'harmonie soigneusement construite. Tadeu est parti. Sa disparition a été un cœur qui manque et un banc vide à midi. La première année se dissout en la suivante. La deuxième devient une habitude de deuil. Après 3 ans, on s'attend à ce que l'on aille mieux. Et c'est précisément à ce moment que j'ai organisé la messe commémorative annuelle, avec la précision d'une personne qui transforme les rites en réconfort. C'était un rituel pour les autres autant que pour moi. J'ai préparé un buffet, choisi les bougies, veillé à ce que les souvenirs soient ronds et polissés. La réception était comme toujours une scène où je savais exactement où me tenir. Pourtant, quand les invités sont partis et que les derniers flûtes ont été rangés, j'ai senti le vide comme un objet physique sur la table. C'est dans cette fatigue que Daniel est apparu de façon plus visible. Il était là depuis longtemps, à l'ombre des portes, ancien militaire, chauffeur sobre et vigilant. Un homme dont la présence ne cherchait pas la reconnaissance. Il est arrivé dans la maison pour conduire, pour attendre, pour aider à déplacer cartons et valises quand il le fallait. Au début, je l'ai à peine remarqué.
on remarque peu ce qui ne fait pas de bruit. Mais il y a des présences qui, avec le temps, se disent par leurs actes plus que par des paroles. Il a commencé à être ce point fixe auquel on peut se raccrocher sans dramatiser. Je me souviens d'un matin où il est entré avec une baguette encore tiède. Il l'avait achetée, m'a-t-il dit, parce qu'elle lui rappelait la boulangerie du village où il avait grandi. Il avait pensé que j'aimerais. J'ai souri car c'était aimable. Et c'était la première fois que quelqu'un pensait à ce détail pour moi sans qu'on me le demande. Ce n'était pas un grand cadeau, c'était juste du pain. Mais il y avait une telle simplicité dans ce geste que j'ai senti quelque chose se modifier en moi. Un espace qui n'était ni un devoir, ni une obligation, mais une attention tranquille. Pendant des années, ces interventions se sont enchaînées comme de petites pierres posées sur la même rive. Il est venu à l'hôpital lorsque Tadeu a été malade, non pour parler mais pour être présent. Il a veillé dans des fauteuils inconfortables et m'a acheté une boisson et l'a laissé tiédir près de moi. Il a attendu dehors quand la consultation durait trop longtemps. Il connaissait les moments où la solitude devenait plus lourde et il venait alléger la charge. Il m'aida à porter des cartons, ferma des fenêtres, changea un ampoule. Dans un monde où les gestes dramatiques attirent les regards, Daniel offrait une collection de gestes silencieux qui faisaient penser que quelqu'un prenait soin sans réclamer la lumière. Sa fidélité était comme la lueur d'une lampe allumée à la porte. Elle n'éblouissait pas, mais elle guidait. Il y avait aussi, en lui, quelque chose d'ancestral. Ses mains avaient la mémoire d'un travail dur, marqué par les petites cicatrices de recommandations passées. Mais elles étaient délicates quand il tenait ma tasse, quand il rangeait la nappe. Son rire apparaissait rarement, comme s'il le protégeait, et quand il riait, la pièce en était différente. Peu à peu, je l'ai surpris à rester un peu plus longtemps au salon, à offrir un café en plus, à lancer un commentaire discret qui me faisait sourire. Il respectait mes silences. Il respectait mes rituels. Et plus étonnant encore, il n'essayait jamais de réparer ce que je n'avais pas demandé qu'on répare. Il ne venait pas avec des solutions grandioses. Il venait avec une présence qui n'ajoutait pas de poids. Nos échanges sont passés de l'échange de politesse à de petites conversations. « Vous avez bien dormi ?» demandait-il. « La pluie rend la maison plus douce » disais-je parfois en retour. Nous avons appris à occuper la même pièce sans faire pression, comme deux personnes qui acceptent simplement la compagnie de l'autre. Il m'arrivait de le regarder de l'autre côté du salon et d'être surprise de la tendresse qui montait en moi. Non pas la passion d'une jeunesse, mais la reconnaissance profonde qu'un être peut voir votre fragilité et ne pas s'enfuir. Je me souviens d'une nuit où il est venu en silence. Je devais organiser un dossier pour une association et le papier était empilé sur la table comme des preuves d'une vie qui ne m'appartenait qu'à moitié. Mes mains tremblaient, non seulement de fatigue, mais d'un poids ancien. Il s'est approché, a posé deux mains sur la table et sans me regarder, il a dit « Si vous voulez, je peux vous aider à trier cela. » C'était une offre simple et sans drame. J'ai accepté et nous avons travaillé côte à côte, sans conversation, comme des artisans de la patience. Il y avait une intimité dans ce silence, une forme de confiance qui ne demandait rien en retour. Le basculement véritable s'est produit un soir d'automne, quand la maison, après la réception, se vide plus vite que prévu et que les verres restent à demi pleins sur les buffets. J'étais encore dans ma robe, un peu de maquillage qui n'avait pas totalement quitté mon visage, et la fatigue était un manteau lourd sur mes épaules. Daniel est venu m'apporter un mouchoir, mais il a aussi déposé un petit mot. « Vous avez l'air épuisée, madame. Si jamais vous voulez parler, je suis là. » Ce n'était pas une proposition dramatique, c'était une porte ouverte. Je l'ai invité à rester pour un thé. Nous avons parlé bas, d'abord des banalités, le temps, les réparations à prévoir, puis progressivement de choses plus délicates. Il m'a dit qu'il avait perdu quelqu'un, il y a des années, et qu'il avait appris la solitude comme on apprend une langue ancienne, à force d'exposition. Je lui ai parlé de Tadeu, des années d'habitude, des fêtes préparées comme pour honorer non seulement sa mémoire, mais aussi un idéal que je croyais inaltérable. À un moment, nos mains se sont frôlées sur la tasse. Le contact était bref, électrique et ordinaire à la fois. « Vous n'êtes pas seul » a-t-il murmuré. Ce furent les premiers mots qui m'ont permis de nommer une vérité trop longtemps tue. J'étais seule malgré la maison pleine, parce que personne ne me regardait comme une femme désireuse de vivre pour elle-même. Ce constat ne m'a pas effondrée, il m'a plutôt offert une possibilité. Et si la vie pouvait encore être différente? Et si, au lieu de continuer à jouer les rôles qui me définissaient, je pouvais me demander qui est Regina quand elle n'est ni épouse, ni belle-fille, ni mère? La question a déployé une série de désirs timides et d'effroi. J'avais peur du jugement, de décevoir mes enfants,
d'alimenter les commérages qui aiment les histoires de chagrin transformées en scandales. Mais une autre voix, plus douce et plus ancienne, me disait « Vous avez le droit ». J'ai compris que ce droit ne venait de nulle part. Il fallait que je me l'accorde. Les semaines suivantes ont été un tissage de petites confidences et de gestes. Daniel apportait le journal, cherchait la soupe que j'aimais, me signalait le passage d'un peintre qui pourrait réparer la fenêtre. Nous avons commencé à dîner ensemble, de façon informelle. D'abord, c'était une assiette partagée dans la cuisine, puis un dîner que j'ai préparé avec le soin d'une personne qui s'offre du plaisir. Je retrouvais des saveurs qui me rappelaient ma propre jeunesse. La sauce tomate d'un été, l'odeur du thym que j'avais autrefois planté sur le balcon et oublié. La nuit du dîner est gravée avec la précision d'une photographie. La lumière basse, le vin au reflet rubis, la musique discrète qui passait à la radio et la sensation d'être enfin observé autrement que comme une obligation. Nous avons parlé de petites choses, les habitudes d'un chien qui avait vécu dans sa famille, un livre qu'il avait lu, puis progressivement de choses plus profondes. Il a parlé de la peur de vieillir sans personne, pas d'une façon mélodramatique, mais avec une franchise qui m'a touchée. Je lui ai parlé de mes années à jouer un rôle que je croyais ne pouvoir abandonner. Sa réponse fut simple, vous pouvez choisir. La phrase était si simple qu'on aurait dit une proposition d'achat presque prosaïque, et pourtant elle contenait la révolution entière. La première fois que ses lèvres ont touché les miennes, ce n'était pas dans l'urgence, mais dans la douceur d'une évidence mutuelle. Nous nous sommes arrêtés d'abord, nous sommes regardés, avons demandé et reçu un consentement qui ne nécessitait pas de mots compliqués. « Est-ce que ça vous va » a-t-il demandé, et j'ai répondu « oui ». Le mot était aussi petit et grave que tout un pan de ma vie laissé derrière. Nous avons appris à reprendre contact avec des sensations que l'on croyait éteintes. La chaleur contre la peau, le rythme du souffle qui s'accorde, le cœur qui retrouve un tempo propre. Il est important pour moi de dire qu'il n'y avait rien d'exploitant dans ces gestes. Il y avait du respect, un échange constant de regards qui vérifiait l'autre. Nous n'avons pas érotisé la vieillesse. Nous l'avons reconnue comme âge qui porte encore désir et tendresse. Le toucher n'était pas une conquête, mais une reconnaissance. J'ai entendu, dans cet intime, des choses que personne ne m'avait plus dites depuis des décennies. Des mots simples comme « vous êtes belle », prononcés sans ambiguïté, ou un compliment sur la façon dont je mettais la table. Ces petites phrases me redonnaient une identité dérobée par les années. Les jours qui ont suivi ont été un apprentissage. Je redécouvrais le plaisir de choisir mes vêtements pour moi-même, non pour la fonction qu'ils auraient à remplir. J'ai commencé à dormir mieux. Des gestes quotidiens, jusqu'alors automatiques, ont pris un sens nouveau. Ouvrir les volets le matin devenait une fenêtre ouverte sur des possibilités. Daniel et moi avons établi un peu de routine, mais aussi de l'espace. Nous savions que notre alliance était fragile face au regard extérieur et qu'il fallait l'apprivoiser avec délicatesse. Nous nous accordions des heures où l'on se retrouvait et des heures où chacun reprenait ses occupations. Tout se faisait à un rythme lent, sans scandale apparent. Juste une paix nouvelle qui s'installait à la manière d'une plante qui pousse discrètement dans un coin lumineux. Pourtant, la joie ne se libère pas sans conséquence. À l'intérieur, j'ai commencé à éprouver des sentiments contradictoires, bonheur mêlé d'une peur forte. Que diraient mes enfants si jamais ils l'apprenaient? Quelles phrases leurs bocaux de certitude allaient-ils trouver pour juger? Je me suis souvent surprise à calculer les trajectoires possibles. On pourrait accepter, on pourrait s'indigner, on pourrait se sentir trahi. Et je sentais très précisément que ce choix ne dépendait que de moi. C'était à la fois une solitude et une puissance nouvelle, la décision de vivre pour moi-même ou de retourner à la confortable invisibilité. Je ne peux pas dire que la première nuit ait effacé toutes les années de silence. La culpabilité venait parfois au petit matin, accompagnée d'une inquiétude sur la réputation, sur les conversations qui se tissent comme des filets. Je devenais consciente, avec une clarté presque brutale, que le monde avait des attentes. Une veuve respectueuse observe, rit aux bonnes blagues, ne réapparaît pas dans une complicité amoureuse. Ce conservatisme social pèse lourd, mais plus encore pesaient mes propres peurs, construites pendant des décennies de devoirs. Nous avons pris soin d'avancer doucement. Daniel n'était pas un homme qui cherchait à provoquer ou à conquérir. Il aimait ma façon de prendre le thé, la façon dont je froissais mes manches quand je réfléchissais. Il aimait aussi Lieux de mémoire, où je racontais des épisodes de ma jeunesse, et il écoutait avec une patience qui rendait mes souvenirs légers plutôt que lourds.
Nous avons marché longuement un soir d'hiver le long d'une avenue bordée d'arbres nus. La lumière des réverbères dessinait des halos, et je me suis laissé tenir la main sans penser au lendemain. C'est dans ces gestes simples que la vie reprenait goût. Un matin, en me regardant dans la glace, j'ai noté avec étonnement que mon visage semblait différent. Non pas parce que je semblais plus jeune, mais parce que mes yeux avaient une clarté qu'ils n'avaient plus eue depuis longtemps. Il y avait moins de résignation, davantage de curiosité timide même. Je me surprenais à imaginer des voyages, des lieux inconnus, des soupers où je rirais pour moi seule. Tout cela me terrifiait et me nourrissait à la fois. Il est difficile de traduire la subtilité d'une transformation qui se fait par petites touches. Les autres n'ont pas toujours vu le changement. Certains amis ont commenté que je semblais reposée. D'autres ont attribué cela au temps qui passe. Mais dans la maison, dans les recoins habituels, il y avait désormais une complicité entre Daniel et moi qui n'était pas uniquement physique. C'était une façon de se répartir les tâches, de se comprendre dans les silences, de se protéger l'un l'autre de la curiosité inutile. Et pourtant, je savais que cela ne pourrait rester un secret indéfiniment. Ce qui était secret a la vie courte dans une maison habitée, où les allées et venues laissent des traces. D'autres signaux, plus subtils, commençaient à apparaître. Un vase déplacé, un livre laissé sur la table qui n'avait pas l'habitude d'y être. J'ai senti la sensation d'un fil qui remonte à la surface. La question n'était plus seulement de savoir si je voulais vivre pour moi, elle était devenue « Comment devrais-je le faire sans blesser ceux que j'aime ?» Je me rendais compte que la peur d'être jugée avait pris une place énorme dans mes calculs émotionnels. Pourtant, chaque fois que je regardais Daniel, cette peur reculait. Il y avait dans son regard une acceptation qui étouffait le poids du monde. Il ne me pressait pas, il me présentait seulement la possibilité d'une vie que je pouvais choisir. C'est à cette croisée que je me trouve aujourd'hui, tandis que je vous raconte. Entre la maison pleine d'objets imposants et les soirées où la tendresse se montre sans grandiose, j'apprends à peser le prix de la liberté et la valeur du silence. Nous avons construit un nid discret, pas pour fuir, mais pour expérimenter ce que signifie, à mon âge, être vue comme une femme et non seulement comme un rôle. Un après-midi d'hiver, alors que le ciel dehors était d'un gris uniforme, j'ai préparé des crêpes, une de mes folies secrètes, et nous avons mangé près de la fenêtre. Le soleil, bas, passait entre les bâtiments et dessinait sur la table des motifs dorés. Daniel a posé sa main sur la mienne, et à cet instant, j'ai senti que tout ce qui me retenait jusqu'alors commençait à se dissoudre. J'ai pensé à ta deux, avec gratitude et peine. J'ai pensé à mes enfants, avec une loyauté qui ne se confondait pas avec une abdication de moi-même. Et j'ai pris alors une décision intime, non formulée encore à voix haute. Je devrais me choisir. Je ne sais pas comment tout cela se conclura. Je ne sais pas encore si mes enfants comprendront tout de suite, si des voix extérieures viendront juger, si la famille se fracturera un peu puis se recollera, ou si la vie se recalibrera doucement. Je sais seulement que, le matin où je me suis regardée et où mes yeux ont retrouvé leur éclat, quelque chose a basculé. Il y a des risques, bien sûr. La vie que j'ai connue était stable, prédictible. L'amour qui a frappé à ma porte est une aventure tardive, mais il est, pour la première fois depuis longtemps, une aventure choisie. La nuit tombait alors que nous nous tenions côte à côte sur le balcon, regardant la ville. Les lumières s'allumaient une à une, comme des promesses modérées. Daniel a dit « Vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui à tout ce que vous ressentez. » J'ai souri. Il savait, c'était suffisant pour l'instant. J'ai laissé mes doigts effleurer les siens, d'une manière qui ne demandait ni explication ni justification. Je sentais la force tranquille de quelqu'un prêt à partager la vie, et je sentais en moi la responsabilité de me confronter bientôt à ce qui m'attendait. Des choix, des confrontations possibles, des pertes parfois inévitables. Ce soir-là, en rentrant dans la maison, j'ai pris un instant pour encore toucher les meubles, comme pour leur dire que je ne les abandonnais pas sans respect. Puis j'ai ouvert un tiroir et j'ai retrouvé au fond de vieilles lettres de jeunesse. Elles m'ont rappelé que j'avais aimé et que j'avais été aimée avant de devenir l'image que l'on projetait sur moi. Les souvenirs m'ont encouragée. J'ai senti que je pouvais peut-être, à 62 ans, accepter d'être aimée à nouveau. Et surtout, qu'accepter cet amour ne signifiait pas trahir les années passées, mais leur donner une autre signification. Le lendemain, il y eut un dîner plus intime encore. Nous avons ri, j'ai raconté des anecdotes de mon mariage, des maladresses de jeunesse. Il a écouté avec une attention respectueuse, ponctuée de questions qui montraient son intérêt réel. À la fin du repas, lorsque la lumière était chaude et que le vin s'était allégé, Daniel a glissé sa main dans la mienne et a murmuré
On ne sait jamais vraiment ce que la vie nous réserve, Regina. Mais si vous voulez, je suis prêt à découvrir avec vous. » Sa voix était profonde, sans précipitation, et le mot « ensemble » résonnait en moi comme une promesse, non d'un conte féerique, mais d'une époque honnête partagée au présent. Je suis restée éveillée après qu'il soit parti, en écoutant le silence familier de la maison. Je pensais à mes enfants, à mes voisins, à la façon dont ils pourraient interpréter ces nouvelles de notre proximité. Le téléphone a vibré quelque part dans la nuit, une notification d'email, probablement, et j'ai ressenti un frisson d'anticipation. Le monde se prépare à remarquer ce qui sort de l'ordinaire. Pour l'instant, il y avait l'instant, et dans cet instant, un choix à faire. Continuer à crouler sous les attentes ou ouvrir la porte à une vie qui m'appartient. Je suis entrée dans la chambre et j'ai regardé les draps que j'avais soigneusement rangés. La texture me fit penser à un autre temps, à des mains qui m'avaient autrefois frotté les cheveux, à des baisers anodins qui portaient tant. Je me suis laissée tomber sur le lit et j'ai respiré profondément. Il y avait dans ce souffle une forme de recalcul de toutes les priorités. Je savais que nous devions avancer avec prudence, que les mots seraient nécessaires, que les rencontres avec mes enfants exigeraient sincérité. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie en me sentant complètement décidée à exister pour moi-même. Au matin, le bruit d'une voiture au portail m'a tiré du sommeil. Un frisson d'inquiétude m'a parcouru. Parfois, la vie nous présente des chambres d'écho, un son, et apparaissent immédiatement 1000 possibilités. Je me suis levée, consciente que la journée promettait plus que le simple ordinaire. Je me suis vêtue lentement, choisissant une robe qui me plaisait, non pour cacher mes gestes, mais pour les célébrer. Je ne savais pas, encore, si ce bruit annoncerait une visite ou simplement le facteur. Mais il m'a semblé que tout ce qui suivrait pourrait être l'ouverture d'un chapitre nouveau, un moment qui mettrait à l'épreuve mes nouvelles résolutions. Je suis descendue au salon. Le soleil, bas, traversait la fenêtre et dessinait des ombres allongées sur le parquet. La maison avait l'air plus grande et en même temps plus intime. J'ai préparé une tasse de thé, posée à ma main comme pour marquer la détermination d'une matinée pleine de promesses. Et j'ai attendu, en pensant que, quel que soit le bruit à la porte, j'étais prête à regarder ce qui viendrait. La voiture au portail n'était pas le facteur. Quand j'ouvris la porte du salon, la silhouette dans l'embrasure me prit un instant à la gorge. Ricardo, en manteau sombre, l'air tendu, les mains serrées autour d'une valise que je n'attendais pas. Son visage portait l'exacte expression que j'avais redoutée depuis que j'avais commencé à penser à une vie différente. L'étonnement blessé, le reproche à la fois prudent et ardent. « Tu es là ?» dit-il sans saluer, comme si notre relation pouvait reprendre souffle après une simple observation. Il posa la valise, fit quelques pas et me regarda comme si j'étais un tableau qu'on vient de découvrir au mur d'une maison qu'on croyait connaître. « Ricardo ?» Ma voix chercha un équilibre que je n'avais pas préparé. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Il ne parla pas tout de suite. Il fouilla dans ses poches, sortit un papier, le replia, le déplia à nouveau sans regarder le motif du papier. « J'ai entendu des choses, dit-il enfin. On dit que tu vois quelqu'un. Est-ce vrai ?» La question, lâchée ainsi, avait l'âpreté d'un fruit trop mûr. Elle me fit grimacer. Mais je savais que l'honnêteté me serait plus utile que des détours. « Oui, répondis-je. Je vois un homme. Cela s'appelle vivre. » Il fronça les sourcils. « Maman, tu ne comprends pas. Nous devons penser à l'image de la famille, à la société. Tu as des responsabilités, tu sais combien les gens regardent. » Le mot « image » résonna dans la maison comme un verre qu'on frappe doucement. Je sentis la vieille mécanique remuer sous la peau. Cet art de ménager les apparences, ce soin à ne pas faire déborder la marmite de la réputation. Mais j'avais passé des mois à pratiquer un autre art, celui de me regarder enfin. « Je sais ce que l'on attend, » dis-je, et ma voix garda sa douceur. « Je sais aussi ce que je dois à moi-même. Je ne veux pas te blesser, ni te mettre dans une position difficile, mais je dois vivre ce choix. » Il recula légèrement, comme si mes paroles le touchaient physiquement. « Vivre, mais à quel prix, maman? Tu ne peux pas. Il y a la maison, il y a la famille, il y a les affaires, tout est lié. Si cela se sait, Sylvia elle va faire un scandale. Elle lira cela comme une trahison et elle va essayer de nous dépouiller. Elle est prête à tout pour le contrôle. » J'entendis le nom de ma belle-sœur serrer l'air. Sylvia, je l'avais connue circonspecte, habile à transformer les non-dits en armes, une femme qui voyait dans chaque opportunité une marche vers l'augmentation de son propre pouvoir. Elle n'aimait pas partager la lumière. Et l'idée d'une veuve qui reprend goût à la vie pour elle-même était, à ses yeux, une anomalie qu'il fallait corriger.
Que proposes-tu? Que je renonce à quelque chose? Demandai-je, en m'efforçant de garder la patience. Je sentais le ton de mère que la vie m'avait appris à employer, prêt à apaiser. Explique-moi, dis ce que tu ressens, pas ce que l'on t'a dit. Il regarda ailleurs, incapable de croiser complètement mon regard. Je ne veux pas que tu souffres, maman, mais si les rumeurs courent, notre réputation morale descendira. Les investisseurs, les partenaires, tout. Nous risquons d'avoir des problèmes. Sylvia dit qu'elle parlera au notaire, qu'elle fera pression pour que tu renonces à la maison, que tu abandonnes des parts. La maison, encore la maison comme enjeu. Je sentis une colère sourde monter, non dirigée seulement contre Sylvia, mais contre toute la logique qui avait réduit nos vies à des capitaux symboliques. Je pensais à toutes les fêtes, à toutes les décisions que j'avais prises au fil des ans, aux sourires administrés lors des réunions. Et je compris que l'ombre de la propriété n'était pas seulement matérielle, elle était le levier de tant d'attentes. « Écoute-moi » dis-je en m'approchant, posant ma main sur le dossier d'une chaise pour ne pas trembler. « Je comprends tes peurs, mais tu dois comprendre que je ne peux pas revenir en arrière et me rendre intangible. Si j'accepte de renoncer à mon droit pour apaiser des rancœurs, je me trahirai. Et ce n'est pas une solution, ce serait notre famille qui perdrait. »« Tu parles comme si c'était si simple, » répliqua-t-il. « Si Sylvia commence à murmurer, elle poussera jusqu'à la menace. Elle a des amis au conseil, et tu sais qu'elle aime manipuler les opinions. Elle pourrait briser ce qui reste. Nous devons être prudents. » Je sentis la fatigue d'années d'angoisse pour le clan. La même fatigue qui m'avait tenue enchaînée à des devoirs. Mais autre chose s'était insinuée en moi. Une détermination calme, comme un filet qui se resserre autour d'une décision. « Je ne veux pas guérir en renonçant à moi, » répondis-je. « Si cela signifie perdre des choses matérielles, alors que je les perde. Je choisirai la paix d'être moi-même plutôt qu'une façade. » Ses yeux se remplirent à la fois de colère et de douleur, puis d'une hésitation. « Et Daniel ? » « Je ne veux pas qu'il soit un problème, » dis-je. « Il est discret, il est honnête. Si jamais des gens veulent construire une histoire, ils trouveront des raisons. Mais je ne laisserai personne dicter ma vie. » Il secoua la tête, excédé et effondré. « Tu vas le regretter, maman, tu vas voir. » Il partit sans un baiser, sans un mot d'au revoir. La porte se referma d'un coup sec qui fit vibrer la maison, et je compris que ce serait là le vrai commencement du conflit, parce que le monde extérieur venait dès lors, non plus comme un arrière-plan, mais comme un acteur principal. Les jours qui suivirent furent des hauteurs et des creux. Ricardo prit ses distances pour réfléchir, selon ses propres mots. Il m'écrivait parfois des messages ambivalents, signés d'une tendresse contenue. Sophia, de l'autre côté de l'océan, réagit autrement. Par l'écran d'un appel vidéo, elle me dit qu'elle m'aimait et qu'elle me soutiendrait quoi que je fisse. « Maman, » dit-elle d'une voix brisée, « tu ne peux pas laisser 40 ans te dicter encore ta vie. Tu as le droit d'être heureuse. » Ces mots me réchauffèrent, comme une couverture légère. Elle me parla de sa vie à l'étranger, des libertés qu'elle avait prises et de la façon dont, parfois, on obtenait le pardon des autres en s'éprouvant son propre pardon. Le vrai orage arriva quand Sylvia frappa à la porte, littéralement. Ce fut une matinée sans grand soleil. L'air avait une clarté mordante, comme si le ciel voulait mettre des choses honnêtes. Elle entra, grande, vêtue d'un tailleur impeccable, un sourire calculé aux lèvres comme une devise. Elle n'avait pas fait l'effort d'apporter un cadeau. Elle venait en négociatrice. « Regina » dit-elle en m'embrassant la joue avec une formalité glaciale. Ses yeux cherchèrent immédiatement des traces de nouveautés dans la maison, comme le ferait un inspecteur de tableau. « Nous devons parler. » Nous prîmes le thé dans le salon, solennellement. Elle disposa ces mots comme on range des arguments sur une table. « Tu dois comprendre que cette situation nous met tous dans une position délicate, » commença-t-elle, et chaque phrase était un pas vers le piège. « La famille a une réputation à préserver. Je suis prête à trouver une solution qui évite les conflits publics. Mais tu devras peut-être faire des concessions, Regina, pour la paix. »« Quelles concessions ?» demandai-je calmement. « Renoncer à certains droits matériels, à des parts de la maison par exemple, pour éviter le tumulte. » Elle sourit d'un air qui cachait un couteau. « Nous avons des correspondances, des documents. Il suffit d'un mot dans la bonne oreille pour remettre de l'ordre. » Je sentis, sous mes mains qui tenaient la tasse, le danger de sa précision. Sylvia n'envoyait pas des accords, elle lançait des ultimatums. « Tu veux que j'abandonne ce qui est à moi par droit ?» Ma question vint sans colère, mais claire. Pourquoi serait-ce à moi de payer pour une paix qui repose sur un mensonge social ? Ses yeux se firent fins. «
Parce que tu sais combien cette maison signifie. Parce que si nous avons l'air de ne plus savoir gérer, les gens se poseront des questions. Et les affaires. Ces mots cherchaient à prendre le pouls de l'orgueil familial. J'entendais la logique, mais elle sonnait creuse à mes oreilles. J'avais passé des années à sacrifier des parcelles de moi pour que l'image tienne, et je me rendais compte que c'était exactement ce que l'on me proposait encore, me renier pour le spectacle de la tranquillité. Je n'abandonnerai pas mes droits pour éviter des commérages, déclarai-je. Si l'on choisit de me perdre parce que je vis, alors j'accepte la perte, mais pas en marchant. Elle leva une main, faisant mine de plaider. Régina, tu comprends que je ne veux que le bien de la famille. Je propose de régler cela à l'amiable. Nous pourrions trouver un arrangement discret, un document, une signature, pour ta tranquillité. Je préfère la vérité, dis-je. Et si tu crois que la vérité est trop coûteuse, alors qu'elle soit. Je ne céderai pas mon droit sous chantage moral. Elle me regarda comme si je venais de déclencher une panne dans son plan. Très bien, dit-elle froidement. Nous verrons alors, mais sache que je n'abandonnerai pas facilement. Elle s'en alla, laissant derrière elle l'odeur d'un parfum cher et un silence lourd. J'eus la sensation d'avoir fermé une porte sur quelque chose d'opaque, mais j'étais sereine à l'idée que la vérité me soutiendrait plus que la compromission. Les jours suivants, des murmures circulèrent. Des voisins vinrent poser des questions polies, des servantes baissèrent les yeux au passage. On voyait déjà, dans les échafaudages de l'esprit, des scénarios invraisemblables qui se collaient au mur. Mais le sommet du tumulte demeurait l'audience privée que j'attendais, la lecture officielle du testament. J'avais choisi, dans des moments de lucidité passée, d'informer l'avocat de la maison que certaines volontés de Tadeu devaient être respectées. Je n'avais pas relu ces clauses depuis des années. Lorsque je priai le notaire de venir pour clarifier la situation, je le fis sans dramatiser. Je voulais seulement des mots simples, officiels, qui diraient ce qui était vrai. Le cabinet du notaire était petit et sentait la cire et le cuir, une odeur qui instille toujours un sérieux cérémoniel. L'homme, Monsieur Valence, posa le dossier sur la table et fit tourner les pages comme si elles fumaient d'histoire. « Madame, dit-il avec respect, j'ai relu le dernier testament de votre époux. Il a pris des dispositions précises. Je sentis un picotement d'anticipation. « Quelles dispositions ?» demandai-je, et ma voix resta étonnamment calme. Il passa un doigt sur la page. Tadeu a souhaité que la maison et une partie des actifs restent sous votre nom. Il a expressément inclus une clause de protection. En cas de tentative de déstabilisation par des tiers pour vous forcer à renoncer, les clauses prévues par le testament annulent toute renonciation obtenue par pression ou par manœuvre frauduleuse. La phrase s'écrasa dans ma poitrine comme un rideau qu'on retire. Une chaleur étrange monta en moi, un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement parce que la trace de son choix était là, comme une main qui me serre encore après son départ. Douleur parce que ce soutien n'avait pas prévenu ma solitude, il était arrivé trop tard pour éviter tant de nuits. Donc, poursuivit le notaire, si quelqu'un force une renonciation, cela sera nul. Vous gardez la propriété, madame, c'est légal, clair et signé. Je relus mentalement les années, et je vis la silhouette de mon mari, la façon dont il, en privé, avait pris des dispositions comme on prépare un parapluie pour quelqu'un qu'on aime. Certaines images d'antan prirent un relief nouveau, des lettres froissées, un conseil murmuré, sa manière d'être silencieusement prévoyant. Je sentis que même dans la distance, il continuait à protéger une part de moi. Le notaire m'expliqua comment procéder si des tentatives de manipulation venaient, déposer une plainte, faire constater les démarches, obtenir une injonction. Il parla en termes administratifs, mais je compris l'effet concret. La chicane de Sylvia serait plus difficile à produire légalement. Cela n'éliminait pas la peine de l'avoir vécu, ni les regards, mais cela me donnait une assise. La loi, un instrument, aussi froid soit-il, répondait à ma réalité. Lorsque je quittai le cabinet, le ciel s'était éclairci. Ce fut un moment de clarté qui ressemblait à une respiration nouvelle. J'appelai Daniel pour lui dire la nouvelle. Sa voix au téléphone était basse et soulagée. Je l'entendis sourire. « Je suis soulagée pour vous, dit-il. Pour nous. » C'était un mot qui n'avait pas l'air possessif, juste humain. La réaction de Ricardo fut, à l'annonce officielle, un mélange d'étonnement et de honte. Il revint quelques jours plus tard, plus posé. Il me regarda comme l'on regarde un paysage après la pluie, où l'on voit de nouveaux chemins. « Je ne savais pas, dit-il. Je n'avais pas compris que papa avait fait cela. »« Il l'a fait par amour, peut-être, répondis-je. Ou par peur de l'injustice. Qu'importe. L'important, c'est qu'il ait pris soin. » Il resta longtemps silencieux, puis dans cet espace, on se parla.
Nous ne dépassâmes pas tout en un instant, le temps était nécessaire. Il me demanda des explications, des raisons, des garanties. Je lui dis la vérité, sans fioriture, que j'avais rencontré quelqu'un, que j'aimais la compagnie et la tendresse, que j'avais choisi de ne pas me nier. Il accepta avec lenteur de me donner du temps. Ce n'était pas un pardon immédiat, mais c'était un pont posé, et pour moi c'était précieux. La réconciliation prend souvent le temps de la météo. Sylvia, pour sa part, mordit la poussière d'une manière qui la rendit odieuse à voir. Elle multiplia les tentatives, les insinuations, les rencontres feintes, mais à mesure que la vérité légale s'éclaircit, ses armes perdirent de leur tranchant. Elle essaya pourtant un dernier mouvement, une réunion de famille à laquelle elle invita quelques membres influents pour discuter du bien commun. Elle vint, sûre d'elle, persuadée que ces arrangements subtils suffiraient. Je ne me rendis pas à la première convocation. Je fis venir Ricardo et lui proposai d'y aller ensemble. Nous entrâmes dans la salle de réception comme deux personnes qui n'ont rien à prouver à personne. Sylvia commença sa tirade, mais la tension fut brisée par la clarté d'une voix, la mienne. « Je ne suis pas une propriété, déclarai-je simplement. Je suis une personne qui a choisi. Je comprends vos inquiétudes, mais je ne me renierai pas. » Les mots sonnèrent durs par leur évidence, et le murmure s'éteignit. Certains hochements de tête se firent, non de faveur, mais de constat. Le temps calma les choses. Les ragots, qui s'appuient souvent sur des cadences rapides, se trouvèrent, paradoxalement, ralentis par la détermination et l'évidence juridique. Les visites se firent moins fréquentes, les regards moins curieux. La vie reprit son fil, mais au prix d'une réorganisation des liens, certains s'écartèrent, d'autres revinrent, plus prudents. Et puis vint le moment où je pris la décision qui scella ce que je ressentais depuis des mois. J'avais la maison et les souvenirs, mais quelque part, je voulais voir si je pouvais me tenir debout sans tout le décor. J'étais attachée à la demeure, mais je ne voulais pas qu'elle restât la chape qui m'empêchait de respirer. Avec Daniel, nous avions parlé d'un petit appartement studio, quelque chose de modeste mais chaleureux. Un lieu pour apprendre à être à deux sans témoin, avait-il dit, et j'avais aimé l'image. Ce fut une transition lente. Trier, choisir, décider de ce qui resterait et ce qui partirait. J'ouvris des tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis des années. Je lus des lettres, des recettes, des invitations fanées, à chaque objet, une mémoire. À chaque mémoire, une gratitude. J'enlevai des cadres, offris certains meubles à la bonne d'une cousine, donnai des robes à des associations. La maison ne devait pas devenir une relique, mais un espace respecté. Je gardais des choses essentielles, des photos, quelques livres, un fauteuil où je pouvais lire au soleil. Le jour du déménagement, le vent soufflait léger. Le studio était plus petit, oui, mais il possédait une baie qui donnait sur une cour tranquille, où des plantes en pot absorbèrent le temps. Nous avons apporté nos 2 chaises, une table, quelques assiettes. Daniel avait choisi un rideau bleu qu'il accrocha avec une délicatesse qui me toucha. « Tu veux que je le fasse droit ?» me demanda-t-il en souriant. Je ris, une vraie joie, et répondis « Fais-le comme si tu mettais un voile sur un nouveau départ. » Les premières semaines furent un tissage de petites routines à construire. Le lit s'acheta, puis la cafetière. Nous nous ingéniâmes à cuisiner ensemble. Des petits plats, souvent improvisés. Je retrouvais des gestes que je croyais perdus. J'appris à laisser la poussière reposer entre 2 arrêts, à cuisiner pour le plaisir, à ne pas tout rationaliser en devoirs domestiques. Le studio avait peu d'espace pour les affaires du passé et cela me libéra. Je compris que l'on peut aimer la simplicité et qu'elle ne diminue pas la dignité. Nous avons instauré des rituels. Le vendredi soir était notre soirée sans écran où l'on préparait un repas simple, puis on parlait. Parfois on se taisait. D'autres fois, on lisait à haute voix des passages de livres que nous aimions. Daniel racontait des histoires de son enfance, des détails de village avec des noms que je n'avais jamais entendus. Je lui parlais d'anciennes amitiés, d'anciennes fêtes. La tendresse n'était pas spectaculaire. Elle était une suite de gestes constants qui me rendaient entière. Je pris aussi le temps de me retrouver seule, non pour me cacher, mais pour me connaître. J'allais marcher tôt le matin, sentir l'air frais et petit à petit revoir les contours de mon désir. J'ai peint une fenêtre à l'aquarelle, une activité que je n'avais plus pratiquée depuis des décennies, et j'y surprenais des nuances que je croyais oubliées. Le simple bruit de la pluie sur le rideau m'apprenait à rester présente. La vie dans le studio n'effaça pas les tensions familiales, mais les transforma. Ricardo vint me voir, parfois en ami, parfois en fils. Il resta discret, apprit à m'écouter sans chercher à me convaincre. Un jour il entra et posa une main sur mon épaule.
Maman, dit-il, je suis désolé d'avoir été dur. C'est difficile pour moi, mais je vois que tu es heureuse. Ces mots valaient plus que n'importe quel accord. Sophia, quant à elle, devint une alliée visible. Elle voyagea pour venir me voir une semaine, et pendant ces jours, nous refaisions le monde à notre façon. Nous allions chez le boulanger du coin, prenions des cafés, regardions des gens passer et nous parlions de la vie. « Tu n'es pas seule, me répétait-elle. Nous sommes là. » Ces visites me rendaient plus forte. Sylvia, de son côté, se retira peu à peu. Sa soif de contrôle l'avait flétrie pour d'autres raisons que la mienne. Elle se trouva confrontée à d'autres priorités, et la société, qui aime le scandale mais se lasse vite, tourna son regard ailleurs. Elle tenta encore des manœuvres, mais je n'étais plus fragile comme autrefois. La loi me protégeait juridiquement, et ma résolution, moralement. Un soir d'été, alors que le jardin du voisin était en fête et qu'on entendait des rires au loin, je me tenais sur le petit balcon du studio. Daniel était à mes côtés, sa main dans la mienne. Les étoiles ne se montraient pas encore, mais l'obscurité était douce. « Tu as fait un pas courageux, dit-il. Je souris. « Je n'ai fait que m'écouter longtemps, répondis-je. Sa main serra la mienne, comme pour sceller un engagement simple, être présent. Le temps fit son œuvre. Ce n'était pas un conte sans ombre, mais une route où l'on apprenait à avancer. Parfois je doute, parfois la nostalgie m'envahit. Mais je sais, au plus profond, que j'ai pris la bonne décision pour mon âme. J'ai choisi de vivre avec une dignité qui inclut le droit à la tendresse, même à 62 ans. L'une des choses qui me surprit le plus fut la redécouverte de mon propre corps comme lieu de mémoire et d'avenir. Je me réappropriais mes goûts. Je changeais de parfum sans demander l'avis de personne. J'achetais un châle rouge qui me rendait vivante au matin. Ces petites rébellions furent des fêtes privées. Elles signifiaient que l'on pouvait inventer des rituels nouveaux à chaque âge. Parfois, la famille venait à la maison pour des dîners, et ces moments devinrent des occasions de réapprendre à se connaître. Il y eut des maladresses, des silences, des sourires revenus trop tard, mais il y eut aussi des conversations vraies. Je n'exigeais jamais un pardon immédiat. Ce qui se brise parfois se recolle à son rythme. Peu à peu, Ricardo se montra plus serein, Sophia plus impliquée. Nous construisîmes un nouveau mode de relation, qui ne reposait plus sur des rôles figés. L'amour que j'ai rencontré tard n'a pas été miraculeux. Il n'a pas effacé mes peines ni mes regrets, mais il m'a offert une présence qui enseigne la fidélité quotidienne, le soin des choses simples, la patience. Daniel n'est pas un héros spectaculaire, il est un compagnon qui nomme par ses actes ce respect qui vaut plus que de grandes promesses. À ses côtés, j'ai appris à me tenir dans une vérité douce et ferme. Il y a des matins où je me réveille, regarde la table, vois la tasse encore tiède et je souris. Les petites choses, comme la façon dont la lumière tombe sur la nappe, me rappellent que la vie peut se reconstruire avec des éléments modestes. Je pense souvent à Tadeu avec gratitude. Il m'a donné des années, des enfants, un foyer, et même dans son absence, il a préparé une protection qui m'a permis d'accomplir ma liberté sans être détruite par l'ambition des autres. Je porte sa mémoire avec douceur. À 62 ans, l'amour qui a frappé à ma porte m'a changé surtout parce qu'il m'a permis de me rencontrer à nouveau. Il m'a appris que vieillir n'est pas renoncer à soi-même, mais prendre d'autres formes de liberté. J'ai appris aussi que la famille n'est pas un monolithe. Elle peut se fissurer, mais aussi se recoudre, parfois avec des couleurs différentes. Je ne vous raconte pas une morale universelle. Ce n'est pas un conseil pour tous. C'est mon récit, mon choix intime. Peut-être que votre décision aurait été autre. Peut-être que vous auriez préféré la sécurité d'une réputation maintenue. Je comprends cela. Je ne demande ni louange ni condamnation. Je propose seulement une vérité personnelle. Il n'est jamais trop tard pour se donner le droit d'exister. Notre vie à deux n'est pas une suite de grands spectacles, mais un quotidien tissé de petites attentions. Le matin, je range 2 tasses côte à côte. Le soir, nous mangeons souvent des aliments simples et parfois, la radio diffuse une vieille chanson qui nous ramène à d'autres temps. Nous ne cherchons pas à expliquer notre bonheur, nous le vivons. Parfois, je reviens à la maison familiale pour régler des affaires administratives. Je vois les meubles familiers et je sens, avec douceur, qu'ils me font encore compagnie. La maison est toujours là, mais je ne m'y sens plus enchaînée. Elle est enfin un lieu parmi d'autres. Je dis souvent à mes amis qu'il y a une étrange force à choisir de s'offrir une vie après des années de service. Certaines ont été surprises, d'autres ont applaudi. Mais la plupart m'ont dit qu'elles avaient été encouragées à penser elles aussi. J'aime cette idée, qu'une décision intime puisse offrir du courage à d'autres. Ce n'est pas un transfert de règles, c'est un partage de possibilités.
En regardant en arrière, je vois que les gestes qui ont changé ma vie n'étaient pas forcément spectaculaires. Un mouchoir, un pain tiède, une main tendue à l'heure où l'on sombre. Ces petites choses, répétées avec constance, ont fait fondre la carapace de ma résignation. Et je pense souvent, combien de personnes âgées vivent des jours mornes parce que l'on croit que l'âge déteste le changement. Combien de vies attendent un mouvement pour s'ouvrir à nouveau? Si cette histoire vous a touché, likez et partagez. Et dites-nous en commentaire quelle décision vous auriez prise. Pour moi, il n'y a pas une fin définitive, seulement une suite à écrire. Et j'écris la mienne, chaque matin avec du pain chaud, une tasse de thé et la main de quelqu'un qui a choisi de rester.